Ça y est, la traque mortelle commence avec énormément de révélations. Yuji, fils de Kenjaku, franchement plein de choses à dire. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 160 de Jujutsu Kaisen Colony. Et bon, donc on va rentrer directement dans le vif du sujet parce que ce sera une review assez longue comparée à celle de d'habitude, comme celle de la semaine dernière où on nous racontait juste l'histoire de ce nouveau personnage. Là on part vraiment sur des éléments factuels qui vont justement diriger la nouvelle intrigue et placer beaucoup de mystères parce que oui, voilà, ça commence enfin. Kenjaku est en train de parler avec cette fille Sasaki, je crois, et apparemment il a fait ça à tout le monde pour expliquer ce qu'il est en train de se passer. L'occasion pour lui de se présenter comme un exorciste, et ça je trouve ça très intéressant, que en vrai c'est juste un cerveau qui parle, donc en soi on pouvait se demander si c'était un fléau ou autre chose en tout cas pour lui. Et il annonce de manière assez glauque en fait que il a choisi cet endroit parce que ça fait un petit peu terrain d'exécution assez calme, loin de tout. L'occasion aussi d'avoir un petit moment d'humour avec Sasaki qui va dire ouais, on est obligé de faire ça chez moi, tu vois, la meuf elle est en train de se réveiller, elle flippe pas trop mais elle se dit mais qu'est-ce qu'on fait là. Et surtout en fait il explique que voilà, la barrière elle fait 5 ou 6 km, donc c'est un truc assez énorme qu'il a placé. Il a placé plusieurs barrières de cette taille pour créer les différentes zones, et ceux qui sont à l'intérieur peuvent sortir, et enfin ont le choix de sortir, mais ils peuvent le faire seulement une seule fois sans encombre, sans aucun problème. Et déjà directement au début je me suis dit ah mais ça va, il est sympa et tout, il veut pas tuer juste pour tuer comme lors de l'incident de Shibuya où il était prêt à sacrifier je sais pas combien d'humains pour justement capturer Gojo. Là en vrai, même si son but au final c'est d'évoluer entre guillemets aussi bien en tant qu'exorciste que peut-être toute la population, bah en soi là on dirait qu'il recherche pas vraiment à tuer les gens, mais c'était sans compter sur le fait que après c'est vrai que c'est des barrières qui sont quand même imposantes, et même s'il est très puissant, je pense que il doit y avoir un contre-coup à toutes ces barrières, et donc peut-être des conditions liées au fait que pour que ce soit plus simple à mettre en place, juste qu'il n'oblige pas chaque personne à participer au sein de la barrière. Peut-être que ça ce serait trop gros et donc que ça diminuerait les conséquences du sort en termes d'énergie maudite pour lui s'il peut laisser les gens sortir. Je pense que c'est plus ce délire là que le délire où il est gentil, donc en soi juste pour que son sort soit un petit peu plus simple à mettre en place, parce que c'est vrai que sinon tous les autres ils sont obligés, ceux qui ont fait un pacte avec lui et tout. Quelque chose qui a intrigué beaucoup de personnes, c'est que voilà, il le dit que lorsqu'il est en train de lui parler, ils sont dans un espace entre le rêve et la réalité, un sort qu'il a créé, donc c'est un sort vraiment super intéressant en fait, dimensionnel ou je sais pas quoi. Faudrait voir ça, et en soi elle est un petit peu en mode somnambule, et tu vois qu'à l'extérieur, et je trouve que la mise en scène est très efficace à ce moment-là, parce que tu passes voilà de cette page avec ce fond noir à justement le fond d'horreur qui est en train de se passer derrière, où tu vois un fléau géant, du sang partout, tu sens que la boucherie a commencé, et carrément des ptérodactyles dans les airs. Ça y est, on est dans Jurassic Park. Kenjaku ne s'est pas limité pour le budget et les effets spéciaux. Et ce passage va se terminer sur les remerciements de Notoroshi Kamo, donc Kenjaku, à cette fille, à Sasaki, et qui va lui remercier d'avoir accompagné son fils. Et là, t'es en train de te dire, et même elle va y penser après, Itadori. Et c'est vrai que ça y est, c'est gros. Parce que même si au chapitre 136, lors de l'incident de Shibuya, il avait dit en voyant Yuji, mais c'était en pleine bataille, en plus la traduction française était un petit peu chelou, mais que il était content de voir à quel point Yuji avait grandi, et franchement ça c'était un petit peu mystérieux, mais qu'au chapitre 143, surtout, on avait eu ce flashback de Yuji qui s'est endormi et qui s'était souvenu d'une scène super chelou où il y avait son père avec le cerveau, enfin Kenjaku dans le corps d'une dame qui était sa mère et qui n'était pas vraiment sa mère. Donc voilà, ça y est, là c'est quasiment confirmé. Avec ça en plus, on ne peut plus douter que Yuji est vraiment issu de Kenjaku, et qu'en plus il le considère comme son fils. Ça c'est super intéressant, parce que même si Shozo par exemple, les embryons maudits en fait ce sont les enfants de Kenjaku, tu vois, il le considère comme leur père, tu vois, c'est Shozo lui-même qui disait que Notoroshi Kamo était son père. Bah en soi là c'est la première fois qu'il exprime ça,
comme si en fait Yuji c'était vraiment son fils. Et peut-être qu'il y a une différence entre les deux. C'est vrai que déjà en fait les embryons maudits, on sait pas vraiment si c'est vraiment leur vrai père et s'il a donné vraiment son sang, même si en fait ils ont une technique de sang et donc peut-être il a donné de son sang, ou en tout cas il a fait quelque chose pour leur donner de l'énergie maudite ou je ne sais quoi, mais normalement ils sont issus d'un fléau et donc de leur mère, et c'est ça qui fait que voilà, ce sont des embryons maudits un petit peu chelous, mais c'est vrai que Yuji c'est un cas à part. Dans tous les cas, Yuji, il l'a clairement, en fait, enfanté. C'est normal que ce soit son fils. C'est vrai que c'est littéralement sa daronne. Franchement, j'ai beau voir ça et tout, parler de ça, je me dis mais ça va être tellement terrible pour Yuji. Yuji qui s'en prend, il s'en prend plein la gueule à chaque fois. Gege Akutami n'est pas tendre avec son personnage principal. Et cette révélation, j'ai à la fois très hâte et très peur de la voir parce que je crois qu'il va pas tenir le Yuji. Déjà qu'il se remet juste à peine de ce qu'a fait Sukuna. Cette révélation, ça va être... D'ailleurs Sasaki quand elle va se réveiller avec Higuchi, t'inquiète pas, je me souviens des noms juste parce que je les ai notés et je pense qu'on les reverra jamais. Mais en soi, c'était les personnes, bien sûr, du club d'occultisme qu'on avait vu au tout début de la série, avec qui tous les événements ont commencé. Et c'est très étrange parce que même lui, en fait, on l'a pas remercié. C'est vraiment elle qui a été remerciée. Franchement, c'est un truc à creuser. Peut-être réfléchissez son bien à tout ça. Peut-être qu'il y a un mystère derrière tout ça. Et je pense vraiment qu'il y a un truc, surtout que, voilà, ça sent le Kenjaku Mastermind. Je sais pas pour vous, peut-être qu'il aurait obligé à faire un truc et tout, à fonder ce club ou je sais pas quoi, mais Kenjaku il cache énormément de choses et vu que c'est son fils là, c'est trop. Bon, bref, c'est incompréhensible pour eux, c'est normal, il y a un moine qui leur a parlé dans leur sommeil et maintenant ils sont en face d'une barrière. En plus, le moine il est plutôt beau gosse et tout, donc je pense qu'ils n'ont pas trop l'habitude de voir ça. On s'en fout parce que de leur côté, ça y est, c'est terminé. Ce qui est vraiment important, c'est surtout que ça y est, enfin la team Itadori va bouger, elle se prépare, ils cherchent l'ange avec justement le nom que Tengen leur avait donné, sauf qu'il le trouve pas et donc Panda il va lâcher sa petite remarque que j'ai vu beaucoup de personnes n'avaient pas compris en fait, parce qu'il se dit oui peut-être que c'est un nom d'emprunt un petit peu comme Sukuna, parce que c'est vrai que Sukuna sûrement c'est pas son vrai nom vu que c'est un humain, donc voilà, peut-être que c'est pour ça qu'il parle de nom d'emprunt, c'était quelque chose que les gens n'avaient pas compris, mais peut-être que c'est autre chose. En tout cas la team ça va être Akari et Panda, c'est Akari qui va décider de ça. Ils vont chercher dans la deuxième zone et Megumi et Itadori dans la première, et franchement j'ai beaucoup aimé Akari lors de chapitre parce que ça y est, en fait directement il est lancé sur le truc et tu sens vraiment que c'est un senpai, tu vois, là c'est vraiment le plus grand, celui qui gère l'opération et il veut même s'occuper de Kashimo, tu vois, le mec qui est censé être super fort, donc tu vois, c'est vraiment quelqu'un en qui ils peuvent avoir confiance pour absolument tout gérer. Et Panda de son côté, il va chercher et tout, à trouver l'ange grâce à son flair et tout. Tu connais, en plus, il dit que c'est logique. Franchement, à chaque fois, les cases de Panda, je les trouve à la fois mignonnes et bien marrantes. Et ça, je kiffe. Et vu que pour l'instant ils n'ont pas de retour de Yuta, ils pensent que les téléphones ne sont sûrement pas utilisables, donc Kirara restera à l'extérieur pour surveiller tout ça. Et Itadori, bien sûr, après tout ce qui s'est passé, il a peur de blesser Megumi à cause de Sukuna, mais bon, Megumi il connaît Itadori, il va le calmer assez facilement. Bref, ça y est, il ne reste que 7 jours et 12 heures avant la participation officielle de Tsumiki. Il faut changer les règles, donc c'est ça le but, afin de créer une nouvelle règle pour que Tsumiki puisse rentrer et ressortir directement. C'est ça le but de la team, et bien sûr de trouver l'ange. Et ça y est, ils vont rentrer, ça va commencer, ça va être une dinguerie, ça va être la folie. Bon, bref, franchement, trop hâte pour la semaine prochaine, ça va être vraiment la folie. C'est vrai que vu que ça va durer plusieurs jours, je me demande comment ça va être le rythme au niveau des scans. Peut-être des scans qui se passent pendant 1-2 jours de repérage de comment ça se passe et tout. Et vu ce qu'on a vu vite fait, des bribes et tout, avec des genres de dinosaures et tout, ça risque d'être une folie. À l'intérieur, ça va partir en cacahuète. Et lorsque Gege Akutami te met des dates et tout, des horaires, des endroits, bah ça m'a traumatisé. Moi, la dernière fois, c'est que j'ai bien retenu ça, c'était l'incident de Shibuya. Et donc, là, si nous refait une dinguerie comme ça, mais je ne suis pas prêt. Et je pense que personne n'est prêt. Gege Akutami, là, en vrai, Maki, c'était il y a pas longtemps. Donc, la dinguerie arrive. Et en plus, quand Maki va arriver, ça aussi, ce sera une dinguerie.
Et d'ailleurs, c'est aussi le personnage qui serait le plus adapté à affronter l'ange, parce que si l'ange peut supprimer les techniques maudites, en soi, Maki, elle a besoin de rien de ça. Bon, bref, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que le chapitre vous aura paru plus clair. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça vous a pas plu. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire parce que Jujutsu Kaisen, il faut en parler. Hein, parce que souvent, il y a des trucs qu'on comprend pas et tout, ou qu'on zappe. Donc, n'hésitez pas, la communauté vous en remerciera. Et moi aussi, par la même occasion. N'hésitez pas à vous abonner car chaque semaine, on parle de Jujutsu Kaisen. Et en attendant la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde, faites attention à vous. Et surtout, paix sur vous.